Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin du Bouquin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre sur les francs-maçons. Je crois que ça doit être le premier que je fais sur la franc-maçonnerie. Donc, qui a été écrit par Patrick Lelong. Bonjour Patrick. Bonjour Gérard. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton intimité, pour parler de ton dernier livre. C'est ton dernier livre celui-là, Absolument, oui. D'accord. Écoute Patrick, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, quelques-uns, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi, puis surtout comment t'en es arrivé là? Alors, 40 ans de journalisme, Ouais. 40 ans de maçonnerie, ça fait beaucoup, ça fait 80. Mais enfin, Ça fait 80 quand même. Ouais, ça a été fait Tu en ne même fais temps. pas. Et donc, l'idée, c'est finalement, après 40 ans de maçonnerie, c'est de se dire pourquoi je suis encore maçon, à quoi ça sert, est-ce que c'est utile, quelles sont mes joies, mes peines, qu'est-ce que ça m'a apporté, sachant que pour moi, la règle que je me suis fixée, qui est une règle de vie, c'est que si quelque chose ne me transforme pas, ça ne vaut pas la peine de le faire. Donc, après de nombreux échecs, bien sûr, j'ai finalement écrit un certain nombre de livres, mais qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. Et une chose qui m'a toujours terriblement interrogé et même agacé, c'est le fait qu'on associe la franc-maçonnerie au complot, on l'associe à des gens qui sont puissants, intelligents, alors que moi je connais des francs-maçons qui sont pauvres et pas particulièrement lumineux, mais ces réflexions, j'ai voulu les mettre en musique. Alors comme j'ai une formation en philo, en sémiologie, etc., enfin peu importe, mais ça m'a permis finalement de trouver prétexte à répondre à des accusations, des bruits de couloir, tout ce qu'on veut, enfin des choses souvent fausses, parfois justes, sur ce qu'est véritablement la franc-maçonnerie. Puis je me suis dit, il y a tellement de gens qui écrivent sur la franc-maçonnerie sans être maçon, que, au bout de 40 ans, je me suis senti un peu autorisé pour écrire des choses quand même qui m'ont permis d'avancer en tout cas sur cette spiritualité, puisque c'est une spiritualité et c'est une pratique. Alors, quand on parle de maçonnerie, souvent, on catalogue ça en 3 types de maçonnerie différentes. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais c'est souvent ce que j'ai entendu. Il y a la maçonnerie business, il y a la maçonnerie politique, et il y a la maçonnerie spiritualiste. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que la maçonnerie est avant tout spirituelle, mais dans le sens des Lumières, c'est-à-dire que finalement, lorsque Newton a réuni ses petits camarades, il s'agissait à l'époque tout simplement de faire en sorte que quelle que soit la religion, quelle que soit la position sociale, quelle que soit la richesse de quelqu'un, eh bien les savants puissent parler entre eux et librement. Donc c'est ça la maçonnerie. D'accord. Donc pour moi les maçons sont les enfants de la lumière, même si certains ne sont pas vraiment des lumières, mais ça c'est autre chose. Et alors oui, bien sûr, il y a c'est-à-dire qu'il n'y a pas une maçonnerie business, il y a des gens qui font de la maçonnerie un business. Il y a des gens qui font de la maçonnerie un réseau politique. C'était vrai sous la 3e et 4e République, c'est beaucoup moins vrai maintenant, puisque aujourd'hui, être franc-maçon, honnêtement, ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est très utile, on va en parler après. C'est parce que ça ne sert à rien que moi je pratique la franc-maçonnerie. Mais on ne peut pas empêcher des gens qui se réunissent souvent 2 fois par mois de se rencontrer pour travailler ensemble et parfois faire du business. Pourquoi pas? Mais à condition de le faire dans des conditions qui soient respectueuses des lois déjà, franc-maçonnerie et tout ce qui peut être illicite, etc., ne sont pas compatibles normalement. Bien sûr. Mais voilà, il y a aussi des variations, il y a la possibilité effectivement de peut-être de cacher, voilà, parce que comme c'est un milieu relativement fermé, on va parler d'ouverture qui me semble absolument indispensable,
bien sûr, ça peut être endogamique, ça peut, voilà. Mais ça, c'est, j'allais dire, la perversion. C'est comme si tu me demandais de parler de l'Église catholique et que je te parle que de l'Inquisition. C'est pas que ça. Des croisades, il y a quand même autre chose. Il y a quand même autre chose, bien sûr. Et l'Inquisition étant, j'allais dire, non pas une parenthèse, tristement... Une grosse parenthèse. Absolument. Mais c'est une perversion pour moi du christianisme, ça me paraît évident. Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de formes de maçonnerie? Parce qu'il y a plein de formes de maçonnerie. Il y a, il y a plusieurs, comment on dit, des rites. Hein, il y a plusieurs types de rites avec des rituels bien spécifiques. Et puis il y a ce qu'on appelle la maçonnerie égyptienne, il y a la maçonnerie traditionnaliste. Enfin bon, il y a plein de types. Pourquoi? Alors déjà, je trouve très drôle que tu dises qu'il y a une question qui te brûle les lèvres après avoir parlé d'Inquisition. Oh, c'est méchant. Il y a en fait une seule maçonnerie, qui est en fait, moi j'aime bien la définition d'Alain Bauer qui dit la franc-maçonnerie c'est une religion avortée. Parce qu'il y a toute cette contradiction. Et dans les constitutions d'Andersen, qui est le pasteur anglican qui a écrit les premiers textes sur la maçonnerie, je dis ça d'ailleurs, il était payé pour ça et c'était pas quelqu'un d'une moralité extraordinaire. Mais bon, vous voyez, avec parfois des petites choses, on arrive à faire des grandes et bon. La maçonnerie à l'origine c'est ça, c'est des gens qui parlent de métier. C'est-à-dire qui échangent sur leurs pratiques en ayant comme objectif le fait de s'améliorer. C'est-à-dire que pour moi, quand Andersen dit là, un franc-maçon, c'est ni un athée stupide, ni un croyant stupide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être stupide dès lors qu'on se pose des questions. Alors, il y a effectivement, dans un premier temps, les maçons, ce sont des bâtisseurs. Ils ont, à partir de la géométrie, à partir de l'art de bâtir, ils ont fait ce qu'on appelle des guildes, c'est-à-dire se sont réunis pour partager un savoir-faire. Ils voulaient le garder pour eux parce que dans l'artisanat, il y a la notion d'art, il y a la notion de travail, et il y a la possibilité en même temps d'acquérir les qualités nécessaires pour grandir avec son art. D'accord, mais là on parle de compagnonnage. Absolument, mais le compagnonnage est pour moi la base même de la franc-maçonnerie. C'est vrai qu'à un moment, si on repart des métiers, soyons clairs là-dessus, la plupart de ceux qui étaient des bâtisseurs avaient ce qu'on appelle une caisse de secours. C'est très important ça, la caisse de secours, il n'y avait pas la sécu à l'époque, donc quand tu fais un métier dangereux, tu peux très bien mourir, il y a ta veuve, il y a les enfants, etc. Donc tout le monde cotisait, et cotisait en fonction de son grade. C'est assez curieux parce qu'en maçonnerie, il y a ce qu'on appelle les capitations. Les capitations, tu payes, et tu payes que tu sois apprenti, compagnon, maître, peu importe. Mais tu dois payer. Mais il y a ce qu'on appelle le tronc de la veuve, c'est un tronc de secours qui fonctionne plus ou moins bien, mais en tout cas qui date de cette époque. Alors, ensuite, les bâtisseurs, je veux dire, c'est pas la terre entière, donc à partir du moment où on se réunit, on échange, on fait des progrès, on fait venir d'autres personnes. Et on les choisit sur des critères qui sont logiquement des critères d'intérêt pour l'art, d'intérêt pour la géométrie, d'intérêt pour le raisonnement, d'intérêt pour le partage, et ça devient une spiritualité. Déjà, dans le fait de travailler de ses mains, il y a une spiritualité, normalement. Alors, il y a des tas de gens qui travaillaient à l'image des bâtisseurs, mais dans d'autres domaines. Les alchimistes, par exemple, certaines branches de la chrétienté ou du christianisme, qu'ils soient protestants ou catholiques. D'ailleurs, le protestantisme a beaucoup influencé la maçonnerie, on en parlera peut-être plus tard. Et donc, les pratiques alchimiques, les pratiques de la gnose, de l'hermétisme, tout ça, c'est à former avec
le système des bâtisseurs, puisque en maçonnerie, tu parlais de rituels, il y a des rituels. Les rituels, c'est comme la construction, tu fais pas n'importe quoi. Et il y a une raison. On bâtit quelque chose. Quand on est franc-maçon, on bâtit un temple à chaque fois qu'on se réunit. Selon un rituel précis. Alors il y a plein de rituels, mais c'est pas. Je veux dire, le rituel n'est rien si ceux qui le font, ce qu'on appelle les pierres vivantes, ne sont pas en action. Donc, pour répondre à ta question, la franc-maçonnerie, c'est en fait un carrefour à la fois d'une pratique, et c'est pour ça que être franc-maçon, j'allais dire, d'opérette, ça n'a aucun intérêt. C'est une pratique, c'est une ascèse. C'est pas uniquement d'aller à une réunion entre potes et tout, même si c'est très bien, et même si les potes sont importants. Donc il y a ça, et puis il y a la réunion de pratiques qui ont toujours été à la marge. C'est-à-dire, j'entends à la marge, l'alchimie qui a donné naissance à la chimie après. L'alchimie, c'est aussi spirituel. L'alchimie, c'est aussi lié à des pratiques qui peuvent être considérées comme magiques. Tout cela, à l'origine, la connaissance était un tout, puis on a passé notre temps à la saucissonner. Donc, l'idée de la franc-maçonnerie, c'est à la fois de garder le trésor qui nous a été transmis par les anciennes générations, sur l'art de bâtir, mais aussi sur la pratique des alchimistes, mais aussi sur des pratiques qui peuvent être de liaison, de lien avec la nature. Voilà, c'est tout cela, c'est dire que tout doit être dans notre pratique sacrée. On doit chercher le sacré dans parfois même l'insignifiant, parce que l'insignifiant, il a un sens en fait. Bien sûr. D'accord. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'est senti obligé de créer autant de formes de maçonnerie? Il y en avait une qui a été créée. Bon, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas généralisée? Pour plusieurs raisons. D'abord, la maçonnerie, elle est d'origine anglaise. Étant d'origine anglaise, elle est bâtie sur déjà une certaine opposition au pape et à l'église, et d'ailleurs le pape et l'église ont condamné moult fois la franc-maçonnerie. Alors, la forme originelle, c'était tout simplement, on se réunissait dans une taverne, on picolait, etc., on échangeait, on se mettait un peu en retrait pour ne pas gêner les autres, et on parlait des métiers. Puis après, on a commencé à parler de la cité, du fonctionnement de la cité. Et après, forcément, des lois, ce qu'il faudrait faire, et puis des recherches de chacun. Alors, tout ça, ça a dû être, c'est ce qu'on a appelé la pratique anglaise, et on parle souvent d'un rite qui s'appelle le rite ancien accepté, le rite écossais ancien accepté, parce que les premières loges ont été faites en Angleterre, en Écosse, etc. Maintenant, pourquoi il y a plusieurs courants? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs métiers. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie qui est venue en France, elle a été très largement influencée par des pratiques militaires. Par exemple, le rite écossais rectifié, qui est un des rites que je pratique, c'est un rite qui a été pratiqué de façon à la fois chevaleresque, avec aussi un certain nombre de références au temple, à tout cela. Donc, selon les milieux sociaux, selon les métiers, la maçonnerie, à partir d'un tronc commun, qui est celui de la reconnaissance à l'origine du grand architecte de l'univers, qui est Dieu pour certains, qui n'est pas Dieu pour d'autres, ce n'est pas très important, d'un principe en tout cas de progrès, puisque c'est ça, de l'intelligence qui existe même en dehors de nous, mais aussi en nous, c'est peut-être cela le divin d'ailleurs, et donc les pratiques ont été différentes, plus militaires pour certains, rite écossais rectifié, plus opérationnelles, beaucoup plus liées à la pratique sur le bâti, les métaux, avec le rite ancien et accepté, rite écossais ancien accepté, des rites qui ont été venus de traditions étrangères. Tu parlais de Memphis Misraïm, mais plus généralement, ça vient plutôt du sud de la France, on en parlera si tu veux, mais
dans ce qu'on appelle les rites égyptiens, ils ne sont pas tous de Memphis Misraïm, il y a effectivement Cagliostro, qui... c'est l'origine Cagliostro. Voilà, tout à fait, d'origine égyptienne, mais en soi, c'est pas vraiment Memphis Misraïm. Et puis il y a le rite français, parce que il faut quand même pas oublier qu'il y a eu de grands bienfaiteurs de l'humanité en France, comme Danton par exemple. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu à la fois enlever l'idée de Dieu, garder l'idée de progrès. Ça a donné naissance à des rites qui sont apparemment plus laïques. Ouais. Mais encore une fois, la laïcité pour la maçonnerie doit être pour moi spirituelle. Parce qu'il existe une spiritualité qui n'est pas reliée à la croyance. Bien sûr. Camus, par exemple, explique finalement qu'on doit faire de sa vie quelque chose de bien, on doit réussir quelque chose, on doit transmettre quelque chose, c'est exactement ce qu'on fait en maçonnerie. Et donc, pour répondre à ta question, tu as une palette énorme, et dedans, selon ta sensibilité religieuse ou pas, ton implication dans la cité, ton appétence au mysticisme, à la méditation, etc., tu vas être davantage orienté vers tel ou tel rite. Et ensuite, tout dépendra de la loge dans laquelle tu es, puisque... C'est un peu aussi un coup de chance, un tirage au sort, quoi. Alors, ça peut être un coup de chance, et dans ce cas-là, ça se passe assez mal, en règle générale. C'est pour ça qu'il y a un parrainage, c'est-à-dire que tu peux très bien être à l'aise dans un atelier, dans un rite, et pas l'être dans l'autre. Dans un autre, oui, bien sûr. Donc, oui, le parrainage a une importance, puisque c'est pas la même chose qu'un jeu concours où tu rentres. Je veux dire, on s'en fout, quoi. Les gens qui veulent devenir maçons parce qu'ils ont besoin de ça sur leur CV, ça sert à rien. On leur dit, ne venez pas, soyez sympas, restez chez vous. Non, mais, en revanche, le fait de pouvoir partager une passion de vivre et d'interrogation, c'est fabuleux. Pour moi, la maçonnerie, ça me permet de partager, de tester un certain nombre de choses, d'échanger, alors qu'aujourd'hui on fait que de la polémique. Pose une question, t'attends pas la réponse, on s'insulte, après tu es sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun intérêt. La franc-maçonnerie, c'est l'antimodernisme. L'antimodernisme ? Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas... la maçonnerie est intemporelle, elle ne peut pas être le fait d'une mode. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a traversé et qu'elle s'est colorée en même temps d'un certain nombre de spécificités. Il y a des maçons qui ne sont pas de culture judéo-chrétienne, c'est quand même curieux, donc il a fallu comprendre à partir par exemple de l'alchimie taoïste ou du bouddhisme, comment il y a des loges bouddhistes, maçonnes bouddhistes, c'est assez curieux, mais pourquoi pas. Dès lors qu'on travaille sur soi, c'est ça. L'idée de la maçonnerie, c'est de mettre l'homme au-dessus de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est ma conception, l'homme est perfectible. Et quand on dit dans la Bible qu'il était fait à l'image de Dieu, eh bien, soyons cette image. C'est-à-dire acceptons ce que nous avons de divin, que nous ne connaissons pas forcément, mais que nous ressentons à certains moments, et puis cultivons-le. Parce que finalement, si j'aime mon prochain, j'aime Dieu, que Dieu existe ou non, ça ne m'empêche pas d'aimer mon prochain. Donc voilà, c'est ça en fait, tu vois, donc c'est universel, la maçonnerie est universaliste, tout en gardant toutes les spécificités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être esclave et maçon, on doit être un homme libre, on doit avoir une vie à peu près conforme à ce qu'on appelle la morale naturelle. Il n'est pas question d'une... Léo Ferré qui disait le problème de la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Effectivement, ça c'est un peu chiant. C'est le principe de la morale. Tout à fait. Mais là, c'est une morale pour soi, c'est-à-dire... Donc c'est plus de l'éthique. Si tu veux, ça c'est... oui, c'est de l'éthique, encore que pour moi, c'est pas si différent l'éthique et la morale. C'est parce que la morale, on voit ça sous l'angle péjoratif. Et l'éthique, on dit c'est bien parce que c'est une construction. Oui. Non, mais les deux, moi, me conviennent. C'est pas un problème. Donc la franc-maçonnerie, c'est en fait le lieu idéal où on apprend à vivre ensemble, un peu comme dans les cités grecques, un peu comme Gargantua, Pantagruel de Rabelais,
on apprend en fait aussi à se poser des questions sur soi, à se transformer, et quand on se transforme et que les autres vous transforment aussi, on arrive à quelque chose d'assez étonnant. Pour moi, la franc-maçonnerie est une voie magique. D'accord. D'accord, ok. Bon, bah, on a bien dégrossi un peu ce que c'était que la franc-maçonnerie, enfin ta propre vision de la franc-maçonnerie. Revenons-en maintenant un peu au cœur du sujet. Donc, pourquoi les francs-maçons ont toujours raison? C'est vrai d'abord? Alors, c'est justement pour reprendre, tu sais, juif, franc-maçon, roi du monde, banquier, puissance, etc. Ça m'a toujours fait rire. Oui, oui. D'ailleurs, attends, je te coupe, mais j'aime bien le sous-titre. Dialogue avec ma concierge portugaise. Absolument. Alors, le titre est une provocation, bien sûr. Oui, bien sûr. J'explique d'ailleurs que je n'ai rien contre les concierges. Et que si j'ai pris une concierge portugaise, parce qu'il y a effectivement beaucoup de portugaises, et je voulais surtout dire que les concierges font quand même partie de la plus grande loge du monde. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la loge des concierges, et qu'elle colporte beaucoup d'informations, et parfois même des choses qui ne sont pas forcément gentilles. Donc c'est un dialogue. Pourquoi? Parce que je reprends en fait toutes les questions que l'on se pose. Et alors pour ça j'ai pris un truc qui est assez particulier. C'est-à-dire que j'ai repris un bouquin qui s'appelle Ecce Homo de Nietzsche. Donc j'explique que Homo, c'est pas, la morale n'a rien à voir là-dedans. Et donc Nietzsche dit pour faire de la provocation, pourquoi je suis si intelligent, pourquoi je suis si fort, pourquoi. Donc moi j'ai repris la même chose, pourquoi les francs-maçons sont tous d'excellents musiciens, pourquoi ils sont tous juifs et banquiers, pourquoi ils sont tous vieux, ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, la quête, pourquoi ils sont tous chevaliers du grand perroquet noir, etc. C'est joli quand même les titres en maçonnerie. Oui. C'est ce que j'appelle la quête du grade. Il y a tout ça, il y a 12 chapitres, parce que Jésus avait, je crois, 12 apôtres, et chacun, alors c'est traité à la fois, effectivement, pour répondre à ces aspects un peu gamins, un peu... Je dis tout de suite que le franc-maçon n'est pas le meilleur ami de l'homme puisque c'est le chien, et qu'il faut quand même le rappeler, mais que la franc-maçonnerie permet quand même de développer un certain nombre de choses. Je veux dire, le droit de vote, l'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, tout ça, le droit à l'avortement, tout ça a été dans une large mesure soutenu, et parfois ça a été promu par des maçons. On ne va pas citer toute la chaîne, mais bon... il n'y avait pas que John Wayne qui était franc-maçon aussi. C'est lui qui a dit « faisons diligence ». Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dedans des phrases d'une extraordinaire intelligence qui ont été faites par les maçons. On prend Oscar Wilde, que j'aime beaucoup. Oscar Wilde, quand il dit « dépêchez-vous d'être vous-même car les autres places sont déjà prises », c'est déjà toute une école de vie. Comment devenir soi-même en travaillant sur soi et en travaillant avec les autres, parce que tout seul on ne fait pas grand-chose. D'accord. Tout seul, ça peut être compliqué. Et puis on peut développer des pathologies aussi. Il faut échanger. Bien sûr. Et la franc-maçonnerie, ça évite de ne pas devenir dingue quand on se pose des questions, donc je trouve ça très bien. D'ailleurs, il y a dans une de mes loges plusieurs psychiatres qui vont très bien d'ailleurs. D'accord. Ok. Donc tu traites quand même un certain nombre de sujets. Et tu termines ton livre par le petit abécédaire exaspéré des mots de la franc-maçonnerie. Oui. Alors, ça c'est quoi? Alors, c'est exaspéré. J'avais écrit le petit dictionnaire énervé de la franc-maçonnerie chez un autre éditeur. Là, c'est le compas dans l'œil. Là, c'est le compas dans l'œil. C'est W Publication, V Publication, pardon, pourquoi j'appelle W. Peut-être à cause de Walter Scott, mais ça n'a rien à voir, donc V Publication. Et donc l'idée c'est de prendre chaque mot ou chaque image. Par exemple, on parle souvent, pour parler des francs-maçons, on parle des frères 3 points. Oui.
Alors, moi, je trouve ça extraordinaire, parce que j'explique dedans que Ouais. je savais pas. Moi, j'ai déjà perdu 3 points avec mon permis de conduire, mais j'ai pas compris qu'on recrutait chez les radars non plus, et apparemment non. Donc, il y a des incompréhensions. Les 3 points qu'on met dans sa signature, j'explique que moi, je connais plein de crétins qui font 3 points, mais soit parce qu'ils ont un mauvais stylo, soit parce qu'ils s'imaginent que comme ça entretient une ambiguïté, etc. Oui, enfin, moi, les frères 3 points, comme tu les appelles, je les assimilerais plutôt au bagne, puisque les 3 points en langage bagnard, ça veut dire morovache. Bah oui, tout à fait, je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement. Non, il y a aussi les 3 gros, mais ça c'est de la cuisine. Ça c'est autre voilà. chose. Mais donc je prends à chaque fois le mot, par exemple, agape, qu'est-ce que ça veut dire. Je prends les termes apprenti, compagnon, etc. Pourquoi il y a des grands officiers, pourquoi il y a une mixité, puisque ça existe aussi, il y a des loges de garçons, des loges de filles, et des loges mixtes. Je dis même d'ailleurs que les francs-maçons sont les... Il y a parfois des frères qui couchent avec leurs sœurs, ce qui est quand même toujours un peu discutable, mais en tout cas là, c'est en tout bien, tout honneur. Donc voilà, c'est tout ça, c'est la franc-maçonnerie sous une forme de dictionnaire, où tu as à la fois le point de vue le plus objectif possible et vérifié, et puis le point de vue de Patrick Lelong qui s'amuse avec ça, parce que je pense que c'est Luther qui disait si on ne peut pas rigoler au paradis, moi j'ai pas envie d'y aller. Donc il faut rigoler tout le temps. Je pense que si on parle de l'existence de Dieu... oui, mais c'est des proches qui disaient on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Absolument. Alors ce que tu poses, c'est très intéressant parce que pour moi, la franc-maçonnerie doit être ouverte et fermée. Alors comment? Oui. Ah bah bravo, tu vas nous expliquer ça. Fermée pour travailler. C'est-à-dire que, je suis désolé, tu vas dans un endroit, tu as des églises dans lesquelles tu es bien parce que c'est pas pollué par 750 touristes qui arrivent, avec leur appareil photo, et leur bière, et un petit coup à Jésus, un petit coup à Marie. C'est pas très sérieux. Et tu as des endroits qui sont tout simplement de bonne aloi, de bonne vibration, parce que tu n'as pas pollué l'endroit. Je pense que le rituel, la façon de se déplacer, de parler, etc., est très importante, même que tu peux pas méditer en écoutant du rap. Enfin, c'est pas simple, moi j'y arrive pas. Non, moi non plus. et donc voilà, et donc ça c'est important. Moi, en même temps, il faut s'ouvrir. C'est-à-dire que moi je comprends que certains maçons n'aient pas envie de dire je suis maçon. Moi je le dis à tout le monde, alors j'ai toujours aimé la provocation. Quand je suis entré en maçonnerie, je dis je viens parce que je suis ni juif, ni homosexuel, ni vraiment de gauche. J'ai pas envie d'être comme tout le monde, parce que comme tout le monde, il n'y a rien, il n'y a que de la conformité. Et donc les gens intéressants, c'est ceux qui sont toujours un peu à la marge de quelque chose. Donc voilà, et donc la franc-maçonnerie doit s'interroger et amener sa pierre, comme on dit, à l'édifice de la réflexion. Là, aujourd'hui, on se pose des questions sur l'intelligence artificielle, sur le devenir de la planète, etc. Les francs-maçons ont des choses à dire là-dessus. Parce que, encore une fois, un temple, c'est presque une société idéale. Où finalement les gens sont censés être égaux. Alors, comme dit Coluche, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, mais on essaye quand même dans moins de garder cela. Où il y a un vrai accès à la parole, où il y a une vraie responsabilité, et où il y a une pratique que moi j'aime beaucoup dans l'échange. La maçonnerie, en fait, est là pour développer une intelligence analogique, par référence aux symboles, etc., qui sont universels, les archétypes, et la façon dont ces symboles travaillent sur nous. Donc ça, c'est terriblement important, parce que ça ne s'apprend pas à l'école. À l'école, tu apprends l'intelligence didactique, analytique, et tant mieux. Bon. Mais si tu te contentes de ça, moi, la question, est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas, tu me fais 3 pages sur chacun, je m'en fous. Mais qu'est-ce que ça évoque pour moi? Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça transforme en moi? Et donc, l'idée de ce livre, c'est que ça puisse bouleverser ceux qui le lisent, en luttant à la fois contre les idées reçues, en rigolant aussi, bon, et en même temps en comprenant véritablement
ce qu'est la franc-maçonnerie, en tout cas au travers de quelqu'un qui est franc-maçon, ce qui encore une fois n'est pas forcément compatible. Bien sûr, bien sûr. Ok, alors le compas dans l'œil, moi j'avoue que c'est un éditeur que je connaissais pas. Tu m'as pas offert ton bouquin, donc je ne l'ai pas, donc je voudrais l'acheter. Bien. Est-ce que je vais le trouver à la FNAC? Alors tu peux le commander à la FNAC, Ouais. puisque c'est distribué par Interforum et tout, qui est un gros distributeur. D'accord. Mais l'idée que nous avons eue, parce que tu te rends bien compte que je n'ai pas sorti 1 million d'exemplaires. Ouais. Le précédent ouvrage, le petit dictionnaire énervé, a été vendu à 11 000 exemplaires, ce qui est beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Ouais. Déjà, quand tu dépasses les 500, Ouais. on peut considérer que tu as quand même quelques lecteurs. Donc l'idée, c'était de créer un site. Ouais. Ce site s'appelle lecompasdansloeil.org. C'est D'accord. important parce que .com machin, c'est de l'architecture. Oui. Si vous avez une cuisine à refaire, .com. Si c'est la franc-maçonnerie qui vous intéresse, .org. Le compas dans l'œil, tout s'accroché.org. Là, sur ce site, il y a des planches, il y a des points de vue maçonniques, etc. Attends, je te coupe 2 secondes. Les téléspectateurs ont l'habitude. En dessous de la vidéo, vous avez vu, il y a un bandeau qui passe avec les coordonnées de contact. Donc il y aura le site. Vous avez vu, il y a le site qui apparaît dessus. Donc n'hésitez pas. Voilà, non, mais tu parles de bandeau, le passage sous le bandeau est traité d'ailleurs dans le petit dictionnaire exaspéré. Est-ce que tu te souviens de ton passage sous le bandeau? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des questions qui t'ont ou perturbé ou mis mal à l'aise? Alors, c'est pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, Ouais. tu as un bandeau sur les yeux, Ouais. tu es assis et tu vois pas les francs-maçons qui te posent des questions. Ouais. Les questions, ça peut être n'importe quoi. Ouais. C'est pas, quand je dis n'importe quoi, dans tous les champs, tous les c'est sens, jamais ouais. n'importe quoi, parce que même le n'importe quoi a un sens. Bien Bon. sûr. Et alors moi j'étais très jeune, hein, je devais avoir 23 ans, 24 ans, je sais plus, Ouais. un an près, pardon. Et donc, quand je suis arrivé, c'est une grande obédience, voilà, il y a eu 3 enquêtes, visiblement elles étaient favorables, puis donc t'as pas de passage sous le bandeau, Ouais. et puis là, c'est l'atelier qui vote, les maîtres de l'atelier qui disent on le prend pas. Oui. Donc, c'est rien de démocratique, hein, enfin, voilà. Donc j'arrive, je suis là, j'ai le bandeau sous les yeux, on m'avait fait attendre 2 heures dans un truc poussiéreux avec une tête de mort, un biscuit rassis et un verre de flotte dégueulasse, donc une étoile d'araignée, donc j'attendais comme ça, ça c'est pour te mettre dans l'ambiance. Oui. Après, j'arrive, je vois rien puisqu'on me guide, c'est sympa, on met une chaise parce que c'est pas un truc, on l'enlève pas, toi c'est pas drôle, Ouais, tu casses la figure, et puis je réponds aux questions. Alors il y a une question, il y a eu plein de questions dont je me souviens pas vraiment, mais il y en a une qui m'a particulièrement intéressé. On m'a dit mais vous êtes très jeune. Or la moyenne d'âge des francs-maçons c'est quand même plus, c'est plus des teenagers, hein, c'est papy machin, donc c'est 50 voire 60, hein, donc je dis oui. Ils me disent que vous ne pensez pas que votre âge peut être un obstacle. Je me suis dit, moi j'ai répondu, puisqu'il faut répondre ce qu'on a dans les tripes, et bon, j'ai dit moi j'aime beaucoup les personnes âgées parce que ça me permet d'apprendre beaucoup de choses à leur contact. Et ils se sont tous marrés. Donc je me suis dit c'est plié pour moi, tant pis. Mais non, en fait, voilà, alors maintenant ça s'est un peu rajeuni, mais de toute façon, s'intéresser à son devenir, au moment de la plus grande initiation qui est la mort, je veux dire généralement à 20 ans, pas trop quoi. Bon, pas trop, puis il faut acheter sa baraque ou travailler, faire des enfants, enfin des choses drôles quoi, qui nous mènent au bonheur absolu, comme chacun le sait. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, je me souviens très bien de mon passage sous le bandeau, et c'est un moment intéressant parce que tu es privé de, t'as que l'oreille, tu vois, parce que tu vois rien. Alors, c'est quoi notre société? Notre société, elle passe du temps à exciter nos nerfs optiques pour provoquer du désir, et avec le désir, comme dit Pascal, c'est un divertissement. C'est-à-dire que tu ne te poses jamais les bonnes questions, tu peux passer ta vie à consommer. Le dernier moment de la consommation étant le cercueil, ou l'incinération, au choix quand même, parce qu'on est quand même très libre.
Et voilà, donc si tu te poses des questions avant, c'est bien. Si tu te les poses pas, bah, tu peux mourir sans te poser de questions. Oui, non, bien sûr. Oui. Est-ce que tu penses que le passage sous le bandeau doit être dérangeant? Oui. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des questions qui te mettent mal à l'aise, qui te gênent? Oui. Les questions qui doivent... alors, déjà, le passage sous le bandeau, c'est pas un dialogue. Oui. C'est-à-dire que c'est pas une causerie au coin du feu, on dit alors oui, et ah, vous voulez devenir maçon, ah oui, et bon, on s'en fout. Oui. C'est des questions qui sont très orientées. Ouais. Parce que ce qu'on essaye, c'est de choper la personne aux couilles. Enfin, si c'est une Oui, sœur, oui, on va faire oui. autrement, mais enfin, une future sœur. Donc, sachant que après il y aura un vote. Ouais. Quand on prend, tant mieux. Quand on prend pas, c'est l'expression blackboulée qui est devenue Ouais. courte. Alors, oui, les questions doivent être dérangeantes. Parmi les questions que moi je pose souvent, c'est si on vous demandait, vous, imaginons que vous soyez pris. Voilà. On va vous demander de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas en accord avec votre conscience, mais qui sont importantes pour nous. Et ça sera en tout cas l'occasion de jurer fidélité à la franc-maçonnerie, aux francs-maçons. Est-ce que vous le feriez? À quelqu'un qui me dit ah, « moi je veux tellement être franc-maçon que je vais faire tout ce que vous me dites », celui-là, je vais voter contre. C'est dangereux, puisqu'on est là pour élaborer une conscience. Et on ne doit jamais faire quelque chose contre soi. C'est évident. Bien sûr. Voilà, il y a ça. Alors il y a différentes questions. Il y a souvent sur les lectures, sur la croyance en Dieu, sur la famille, la conception qu'on a des choses, la peine de mort. Non, ça va vraiment dans tous les sens. Et ça peut durer entre 15 minutes, parfois une demi-heure, ça dépend. Ouais, ok, d'accord. Et c'est un avis tout à fait, c'est le tien. Oui. Est-ce que tu penses que plus tu es confronté à des questions dérangeantes auxquelles tu as répondu avec sincérité, je ne suis pas en train de dire que tu as bien répondu, avec sincérité, est-ce que tu penses que ça a une vraie action dans le choix des maîtres qui sont là? Oui, je pense qu'on parlait de l'intelligence analogique. On est là aussi pour regarder quelqu'un qui est dépourvu de tout mouvement. Ce que je veux dire, c'est que tu es assis, tu as le bandeau, tu es là, alors, parfois tu te tournes parce que tu entends une voix là, oui, d'accord. Ça c'est très bien. Et donc on voit le comportement de quelqu'un qui ne se comporte jamais comme ça, parce que bon, sauf si tu es aveugle et tout, même je pense que les aveugles ils font pas ça, ils ont développé d'autres trucs. Tu es privé à un moment de tout ce qui peut faire illusion. Les journalistes, métier que je connais bien, souvent font ça avec leurs lunettes, voilà, pour faire des gestes, ça fait bien. Le stylo, ils écrivent des trucs, parfois c'est n'importe quoi, c'est uniquement pour pas être comme ça. Voilà. Là, on voit quelqu'un qui est sans artifice. Étant sans artifice, il doit se concentrer sur les réponses qu'il fait. Les réponses, il faut s'arranger pour que ce ne soient pas des questions intellectuelles. Du genre, vous préférez Flaubert ou Proust, rien à foutre, tu vois, bon, voilà. Mais des choses extrêmement dérangeantes sur, je sais pas, moi, par exemple sur la sexualité, peut être très... dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'homophobie ou... Il y a tout ça. Et puis dans votre vie, est-ce que vous accepteriez de partager le temple avec quelqu'un qui est votre pire ennemi, avec quelqu'un qui vous a fait toutes les saloperies du monde? D'accord. Est-ce que vous pensez que alors lui, il a déjà sa place, mais vous avez une place auprès de lui? Est-ce que ça va transformer quelque chose dans vos rapports? C'est des questions très dérangeantes, c'est des questions essentielles. Ce genre de truc que tu n'aimes pas trop. Là, c'est... Voilà quoi. Je l'aime bien, je l'aime pas. Il y a forcément quelque chose. Et il y a un écho en soi. Il y a ses propres peurs qui sortent. D'accord. Ses propres peurs, c'est avec j'allais dire, doivent être mis placés sous l'examen de ce que j'appelle le maître intérieur, c'est-à-dire ce que je suis vraiment quand j'ai arrêté de jouer la comédie. Ok, d'accord. Ok, bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de toi, de la franc-maçonnerie et de ton bouquin. Des projets littéraires?
Alors oui, plusieurs, enfin littéraires, en tout cas, enfin, tu veux dire maçonnico, hermético. Oui. Alors oui, deux bouquins qui sont en préparation, un qui n'est pas de moi, d'un autre auteur, qui est maçon, qui a, je crois, lui doit avoir 50 ans de maçonnerie, donc il a des choses à dire, sur l'aspect libertaire de la maçonnerie. D'accord. Et la transmission. D'accord. Parce que on oublie que y a des francs-maçons comme Jules Vallès, comme Louise Michel, qui étaient quand même sur les barricades, qui ont fait des choses. Oui, bien sûr. Ouais. Donc il y a ça, très intéressant. Je suis en train de le relire parce qu'on va l'éditer. Qu'est-ce que tu fais toi là-dedans? Moi, j'alimente lecompasdansl'oeil.org. Alors c'est d'accord. pour ça, avec lecompasdansl'oeil.org, tu as une boutique où tu achètes des livres. Mais c'est pas les livres comment devenir franc-maçon par correspondance, en et tout, ça on s'en fout. C'est pourquoi les francs-maçons ont toujours raison. Donc ça c'était le premier. Et moi je vais pas écrire tous les livres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, mais on les recrute d'une manière particulière. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très original et en même temps que ce soit écrit avec, tu vois, avec l'intérieur. Donc celui-là, il y en a un autre sur dont le titre provisoire est des réponses qui suscitent des questions, et c'est sur comment la science, après avoir été un outil extraordinaire de connaissance, peut parfois freiner la connaissance. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, il y a des vérités qu'on peut reproduire en laboratoire, etc., c'est la méthode scientifique, et puis il y a des vérités qu'on ne peut pas reproduire, parce qu'elles dépendent finalement et de l'opérateur, enfin tu connais ça par cœur. Donc c'est l'idée que finalement, tu sais, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ça, c'est-à-dire que comment on en est arrivé là, mais comment on est en train de dépasser tout ça, puisque souvent les sciences qui sont beaucoup moins fermées qu'avant s'ouvrent à une forme de spiritualité, parce que pour moi encore, la vraie connaissance est une spiritualité. Donc cet autre bouquin, alors là j'en ai écrit la moitié, toute la partie philosophique, etc. Et un autre franc-maçon qui lui est un scientifique, il est polytechnicien et tout, c'est-à-dire qu'il a eu plus que 2 en mathématiques, donc c'est pas mon cas, enfin bon. Et voilà, donc, et puis d'autres, absolument, puis il y a des planches. Parce que quand même, je dis toujours, un maçon, ça fait la planche, c'est pour ça qu'ils savent vivre en eau trouble tout le temps. Donc il y a des planches pour qu'on voit ce qu'on fait en maçonnerie. Des planches qui vont être éditées? Oui, tout à fait. Il y en a déjà sur le site. D'accord. Il y en a une sur Jonathan Goéland, voilà, qui explique vraiment ce qu'est pour moi la spiritualité, donc de Richard Bach. J'encourage tout le monde à lire ce livre extraordinaire. Et puis, il y a cette citation de Nietzsche, Dieu est-il une erreur de l'homme ou l'homme une erreur de Dieu, ou le contraire d'ailleurs, et donc c'est ça, c'est se poser des vraies questions. Donc il doit y avoir 2-3 planches, et je vais en mettre à peu près, tu te rends bien compte qu'en 40 ans j'ai eu le temps d'en faire beaucoup, mais je ne suis pas moi pour le secret des planches. On enlève ce qui est rituelique entre guillemets, parce que ça n'ajoute rien si tu n'es pas dans un contexte maçonnique. Bien sûr. En revanche, le discours, etc., l'échange, là, je vois pas pourquoi. Si tu veux savoir tout sur la maçonnerie, il y a des tas de bouquins qui n'ont aucun intérêt. Qui ont même des rituels d'ailleurs. Bien sûr. On est trouvé. Aucun intérêt. Puisque si tu ne le vis pas, ça ne sert à rien. Voilà. C'est ça. Donc, si vous allez sur ce site lecompasdansl'oeil.org, vous allez voir le bouquin, etc. Je le procurer directement sans être obligé de passer par les libraires, mais on peut aussi passer par les libraires en le commandant. Mais il y a aussi autre chose. Il y a la maçonnerie de demain, c'est quoi? Il y a pourquoi nous on se dévoile, c'est-à-dire Didier Vitrac, qui est l'éditeur, V Publications, c'est Vitrac Publications, se dévoile, et moi je me dévoile. On le fait parce que on en a un peu marre d'être assimilé à, je sais pas moi, des pédophiles. Il faut quand même arrêter. Je dis toujours, pour les pédophiles, c'est pas vraiment chez nous, c'est chez d'autres.
Oui. Parce que nous, on recrute à partir de 18 ans, donc avec casier judiciaire vierge, je dis ça comme ça, pour ceux qui seraient tentés. Enfin, mais bon, ceux qui aiment les vieux peuvent venir en maçonnerie. Ok Patrick, écoute, je te remercie beaucoup de ce moment passé en ta compagnie. Chers téléspectateurs, vous avez l'habitude, hein, vous avez vu, donc je le répète encore une fois, en dessous de la vidéo, il y a un bandeau avec tous les moyens de contacter Patrick. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer un mail ou à mettre un commentaire sous la vidéo. On lui transmettra et il vous répondra. Écoutez, l'aventure va se terminer maintenant. Et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Allez, au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.